Oui. Alors oui, désolé, mon nom est Carl Savignac, directeur de d'Android Environnement et Faune, consultant en écologie et conservation des espèces en péril, et aussi consultant pour la Fédération canadienne de la faune. Donc, on travaille beaucoup avec les propriétaires, les fermiers, les producteurs agricoles pour développer des meilleures pratiques sur leur terre pour le maintien, la conservation de la biodiversité. Merci beaucoup, Monsieur Savignac. J'aimerais que Monsieur Sylvain Laroche se présente, s'il vous plaît. Oui, bonjour, Sylvain Laroche. Je suis producteur de lait à Granby en Montérégie ou en Estrie, selon le ministère, là. Puis, c'est ça. Bonjour à tout le monde. Merci bien, Monsieur Laroche. Je vais demander à Monsieur Victor Drury, s'il vous plaît, de se présenter. Salut, mon nom est Victor Drury. Ma ferme est située à La Pêche, Québec, fait qu'à l'ouest du Québec. Je travaille en conjonction avec mon père, Guy Drury, qui est mon voisin, et on a une production vache-veau Red Angus commerciale. Merci beaucoup, Monsieur Drury. Et Monsieur Bertrand Hanel, s'il vous plaît, si vous voulez vous présenter. Oui, bonsoir. Donc, moi, c'est Bertrand Hanel. Je suis tout à fait à l'autre bout du Québec, à Percé, en Gaspésie. On couvre un bon territoire. Et donc, moi aussi, je suis en production de bovins de boucherie. J'ai un petit troupeau, une vingtaine de vaches avec des animaux que j'élève à l'herbe. Et puis, je commercialise la viande en vente directe après ça. Merci beaucoup, Monsieur Hanel. Alors, bienvenue à notre panel. Avant de lancer le visionnement de la vidéo, j'aimerais inviter Monsieur Savignac à nous entretenir un petit peu sur en quoi la biodiversité est importante, puis comment la production bovine y contribue. Oui, ben, tout d'abord, pour définir le terme biodiversité, bon, c'est quand même assez simple. C'est la diversité du monde vivant, donc tout ce qui est vivant, tout ce qui nous entoure, puis ça nous inclut également l'humain. Habituellement, on définit la biodiversité comme à plusieurs niveaux, hein. C'est pas seulement un nombre d'espèces d'oiseaux, par exemple, qu'on peut trouver à un endroit donné ou un nombre d'insectes, par exemple. Ça peut être aussi au niveau des gènes, par exemple, des variétés d'une même espèce de plante, une plante fourragère, par exemple. Ça peut être aussi, bon, évidemment, la variation qu'on trouve entre les espèces, différentes espèces d'oiseaux, différentes espèces d'insectes, de micro-organismes, etc. Ça peut être également la diversité écosystèmes, donc différents habitats qu'on retrouve là, à un endroit donné, dans une région donnée, puis ben, même une ferme, on peut considérer ça comme un écosystème, même si ça a été modifié par l'homme. On peut considérer ça comme un écosystème qui contient plusieurs types d'habitats, par exemple. Si on se retrouve en milieu agroforestier, on va avoir des boisés, on peut avoir des cours d'eau, des milieux humides, évidemment des terres agricoles, des pâturages, etc. Donc, donc pourquoi la biodiversité est importante en production animale ou dans un système agricole en général? Bon, ben, à ce niveau-là, on va parler des fonctions écologiques. La biodiversité nous fournit plusieurs types de services écologiques. On pense notamment à la pollinisation, donc les insectes qui pollinisent les plantes, qui aident vraiment à la reproduction qui est nécessaire et même essentielle à la reproduction de plusieurs plantes. On a dans le sol des décomposeurs, des détritivores, des insectes, des micro-organismes, des champignons qui tout ensemble font marcher un peu la machine, si on veut, dans le sol. Donc, pour un producteur agricole, évidemment, qui désire avoir un sol riche pour avoir un fourrage, par exemple, productif, ben, c'est important d'avoir une bonne diversité de micro-organismes dans le sol qui vont aider aussi, par exemple, à capter les nutriments puis dans le sol. Donc c'est tous des services écologiques qui sont importants. On pense entre autres aussi aux vers de terre, des insectes, des invertébrés qui restructurent le sol, qui aèrent le sol. Donc, c'est toutes des composantes essentielles à l'agriculture.
On parle aussi du contrôle biologique, là. C'est important d'avoir, dans un écosystème, par exemple, d'avoir tout un système où il y a des prédateurs qui vont contrôler des espèces nuisibles, par exemple. Donc, en milieu agricole, on utilise souvent des pesticides, des insecticides pour réduire réduire et contrôler les insectes nuisibles, mais dans la nature, il y a déjà des prédateurs qui peuvent s'en occuper. Donc, c'est quand on a un système diversifié, une biodiversité importante dans un système, c'est tout un engrenage, c'est tout un système qui marche ensemble. Donc, c'est des services écologiques là, qui nous rendent aussi, bien, qui rendent aux producteurs, là, évidemment. Donc, est-ce que j'en ai pas assez? Donc, c'est ça l'essentiel de l'importance, selon moi, de la biodiversité là, en milieu agricole. C'est vraiment en lien avec les services écologiques là, que le monde vivant peut nous offrir. Bien, merci beaucoup, M. Savignac. Alors, cette introduction-là, maintenant, nous mène au visionnement de notre première vidéo. Alors, la première vidéo a été faite chez M. Sylvain Laroche dans la région de Granby. Alors, à ce moment-ci, je vais demander à Cyrine de nous partir cette vidéo-là. Ou plutôt, on y va. Je suis producteur de lait depuis 1996. Au début, j'étais en location d'étable. Ça fait depuis 2003 que j'ai une terre à m'occuper. Mon nom est Sylvain Laroche. Je suis propriétaire de la ferme Ruisselet à Granby. Nous, ici, sur la ferme, depuis que moi je suis sur cette terre-ci, depuis 2003, on travaille en interaction avec nos agronomes chez le Club Gestrisol. Présentement, c'est Andrea Schroeder qui est ma conseillère. C'est sûr, c'est des gens qui sont là pour nous appuyer, répondre à nos questions, essayer de nous amener un peu plus loin dans notre réflexion. Ici, sur la ferme, on a 3 ruisseaux verbalisés. Je pense que c'est plus que 2 km de bande riveraine qu'il y a sur la ferme, là, sur 200 acres. C'est quand même un haut pourcentage pour la grandeur de la terre quand même. Nos premiers essais de bande riveraine, de plantation d'arbres, on les a fait en 2003, il y a tout près de 19 ans. Une de mes motivations, c'était de planter les arbres du côté d'un ruisseau où il amène de l'ombrage tôt en journée, là, finalement. Mais c'est certain qu'il y a un avantage d'avoir des arbres dans les pâturages pour toute la question de l'ombrage. Depuis l'année passée, on envoie les vaches laitières à l'extérieur à l'occasion pour voir s'il y a des avantages pour eux à aller se promener à l'extérieur. C'est certain qu'on le voit qu'en dessous des arbres, ils aiment bien aller se coucher là l'après-midi. Puis en même temps, c'est sûr qu'un arbre, ça force la machinerie à se tasser. Même si tu ne l'as pas spécifié, à partir du moment où il y a un arbre, si tu es avec ton buggy d'engrais, tu te tasses. Pour ce qui est de la dérive des pesticides, c'est certain, nous, on n'a pas tendance à aller cultiver autant du maïs que du blé jusque vraiment sur le bord des fossés ou des ruisseaux. C'est toujours dans l'optique aussi que si jamais il y a une petite dérive de pesticides, qu'au lieu que ça se retrouve dans la goutte d'eau qui se retrouve dans le ruisseau, dans la rivière, le but, c'est qu'elle soit captée par des herbes. C'est toujours un peu dans la même veine d'essayer de garder ce qu'on amène au champ dans le champ et non pas qu'il se retrouve dans les ruisseaux et un peu partout là, dans l'environnement. Dans le cas des glissements de terrain, un peu dans les ruisseaux, dans les fossés, là, une des premières bandes riveraines qu'on a plantées, c'était un peu pour ça. C'était un sol très sableux. Souvent, il y avait des affaissements dans le ruisseau qui se passaient à cause du travail de la machinerie sur le bord du ruisseau.
Fait que, puis en plantant des arbres, mais c'est sûr que le système racinaire contribue à tenir tout le gâteau ensemble, mais aussi le fait que nous autres, on passe plus non plus là, avec la machinerie à cause qu'il y a des arbres. C'est certain que dans le cas des haies brise-vent, tout dépendamment de où elles sont placées, bien, c'est certain qu'on voit qu'à l'hiver, il y a une accumulation de neige qui est supérieure après une haie brise-vent. Je considère que c'est un avantage, là, autant pour la survie des luzernières, mettons, ou du blé d'automne. On s'est mis à planter des arbustes aussi entre les arbres là, pour essayer d'amener une diversité différente, souvent avec des petits fruits, des baies qui vont nourrir des oiseaux, qui vont fleurir à différents moments pour les abeilles, les bourdons, les guêpes. Quand on a rénové le devant du garage, on a laissé une porte à hirondelles qu'on rouvre au printemps, là, quand on voit les premiers groupes arriver. Pendant le temps de la nidification des hirondelles, on les laisse rentrer dans le garage. Chaque fois qu'on sort la faucheuse, qu'on travaille dans le champ, ils sont toujours avec nous autres en train de manger des insectes. Fait que c'est quand même intéressant de regarder. Si j'avais à essayer de convaincre un producteur ou un agriculteur, agricultrice de faire des projets favorisant la biodiversité, je pense que j'essaierais de faire voir que la Terre est assez généreuse avec nous quand même. Fait que de laisser juste des petites parties qui peuvent faire une différence, soit par l'ombrage ou par l'augmentation du nombre d'animaux, d'oiseaux qui peuvent être présents sur une ferme. C'est un retour, dans le fond. La terre elle a été défrichée pour qu'on puisse la cultiver, fait d'aller remettre des petites sections. Alors, merci beaucoup pour cette belle vidéo. J'aimerais, Monsieur Laroche, profiter du fait que j'ai su que depuis que vous avez réalisé cette vidéo-là, vous avez continué vos actions en biodiversité, puis vous avez obtenu une récompense. Pouvez-vous un peu nous parler de ce que vous avez fait là, depuis l'été 2022, quand on est allé vous voir pour réaliser la vidéo? Depuis l'été 2022, on a planté notre dernière bande riveraine, haie brise-vent qu'on a implantée en 2022 à l'automne après le tournage vidéo. Ça a été une grosse année 2022. Là, il y a eu 3 tournages de vidéos chez nous. J'ai reçu une certification bourse de Desjardins puis de l'UPA de la Montérégie, bourse agro-responsable entreprise or au niveau de la biodiversité puis de la conservation de l'eau. Mon club agro a mis en place une certification aussi pour la biodiversité au champ. Puis c'est ça, c'est un peu un cahier de charge à remplir avec notre agronome. Puis ce qui est bien de ce cahier de charge-là, en fait, c'est que c'est toutes les données qui sont accumulées, soit par des biologistes, des ornithologues ou des spécialistes de la biodiversité pour un peu donner la marche à suivre. Juste donner l'exemple. Moi, ça fait 20 ans que je cultive une terre, puis ça fait 20 ans qu'après la première coupe, on va faucher nos bords de fossé. Puis dans ma région, mais la fin de la première coupe, c'est pas mal la Saint-Jean-Baptiste, le 24 juin. Puis là, depuis 2 ans, on en parle gros des oiseaux nidificateurs qu'il faut éviter dans ma région, puis ça doit dépendre des régions, mais avant le 15 juillet, les fauches de bord de fossé pour la survie des oisillons. Fait que c'est ça. Fait que nous autres, c'est une niaiserie, mais c'est quelque chose qu'on faisait bien avant la date, dans le pire temps probablement, pour essayer de sauver des oiseaux. Fait que ce cahier de charge-là nous a permis un peu de voir où on pouvait s'améliorer au niveau de la biodiversité. Puis l'UPA de la Montérégie aussi a mis un programme de ferme agro-responsable. Fait que j'ai été certifié là, cette année là, comme ferme agro-responsable pour l'UPA aussi. Là. Fait que c'est ça qui s'est passé. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour toutes ces réalisations-là. Je veux juste rappeler aux gens qui participent que nos panélistes vont demeurer et que si vous avez des questions en cours de route, vous pouvez toujours les inscrire dans la discussion ou les garder et on va faire une discussion plus ouverte à la fin. En ce moment-ci, on serait rendu à faire le visionnement de la 2e vidéo. Alors, cette vidéo-là a été réalisée dans la région de l'Outaouais.
mon nom est Victor Drury. On est ici sur ma ferme. La ferme, c'est à mon nom propre. Fait que Victor Drury, je vis ici. Je suis deuxième génération de ferme bovine. Mon père qui est à côté de moi, c'est Guy Drury. Et je vis ici avec ma femme et mes 3 enfants. On est ici dans des champs de pâturage pérennes et qui ont beaucoup d'autres vies qui vivent dedans. Fait qu'il y a des espèces d'oiseaux, il y a des espèces d'insectes, il y a des chevreuils et toute autre sorte d'animaux qui vivent ici. Fait que l'idée, c'est pas seulement la production bovine qui vit sur notre ferme, il y a beaucoup d'autres choses qui vivent ici aussi. Je suis en connexion avec le groupe ALUS et c'est Maria-Josée Mazot qui nous aide. Et ce qu'elle fait, c'est elle recrute des producteurs agricoles, pas seulement bovines, pour créer des différents projets pour améliorer la biodiversité sur les fermes au Québec. Et pour moi, personnellement, ce qu'on a fait, on a fait 2 choses. On a réservé un de mes champs qui avait des oiseaux en danger, en péril. Et pour ce champ-là, on a retardé la fauche du foin et on a retardé le pâturage des animaux pour donner une chance aux oiseaux de créer leur nid et d'avoir le petit oisillon pour qu'ils puissent vivre. Ce qu'on fait sur notre ferme avant le 15 juillet, on a attaché une barre au devant du tracteur, qui est une barre d'effarouchement, qui a des chaînes qui traînent par terre en avant de la faucheuse pour que les oiseaux qui sont dans leur nid puissent voler à l'air au lieu d'être coupés par la faucheuse. Ce qui m'a motivé à participer au projet, c'est 2 choses. Je voulais des projets qui ne nuisent pas à ma production primaire, ce qui est les bovins. Et aussi, je pouvais augmenter la biodiversité sur ma ferme avec des différentes manières de gérer les troupeaux. C'est très facile d'augmenter la biodiversité. Si on change des différentes manières de faire nos rotations, si on peut prendre des idées des champs qu'on coupe pas ou qu'on attend pour le pâturage, c'est très facile d'augmenter la biodiversité sans nuire à la production. La fauche retardée, en fait, c'est simplement de laisser certaines parties des champs de foin qu'on va faucher seulement après le 15 juillet. Ça va permettre aux oiseaux champêtres, c'est-à-dire les oiseaux qui vont nicher dans les champs de foin, de compléter leur cycle de reproduction. Là, nous, on vise surtout le goglu des prés, qui est une espèce en péril qui va nicher du 15 mai au 15 juillet. Fait qu'on vient protéger le moment de la reproduction de cette espèce-là en demandant aux producteurs d'attendre au minimum au 15 juillet avant de faire leur première fauche. Ça, c'est une autre pratique, si on veut. C'est ce qu'on appelle la fauche adaptée avec une barre d'effarouchement. La barre d'effarouchement, en fait, c'est une machine qu'on vient mettre en avant du tracteur, en avant de la fauche, avec des chaînes qui va permettre d'effaroucher, de faire peur aux oiseaux. La fauche du mois de juin, c'est la meilleure fauche, si on veut, en termes de qualité du foin. Donc, on ne peut pas toujours demander aux producteurs d'attendre après le 15 juillet pour faucher. Mais il y a une possibilité justement de diminuer la mortalité en adoptant différentes techniques de fauche au niveau du patron de fauche, diminuer la vitesse par exemple à 10 km/h ou moins, ça va donner plus de temps aux oiseaux de fuir. Il y a la sturnelle des prés aussi, qui est une autre espèce en péril qui va nicher dans les pâturages. Mais on a toutes sortes d'oiseaux aussi qui ont le même comportement. Mais il y a aussi par exemple des papillons, des insectes, toutes sortes de choses. Des fois, en ayant des moments de fauche retardée, on amène différentes dynamiques dans les champs. Puis ça peut aider toutes sortes d'espèces. Le fumier vient amener une richesse au sol, puis ça, par défaut, ça l'amène plus d'insectes, plus de vie dans le sol, plus d'humidité, fait que plus de croissance des végétaux. Tout est relié, puis les bovins, c'est comme la clé, si on veut, de garder le sol en santé, puis le sol riche, qui est à la base de la vie, finalement, qui se trouve dans les champs. Alors, merci. Monsieur Drury, j'ai remarqué que dans la vidéo que vous nous indiquez que vous retardez la fauche, puis même que vous retardez dans certains pâturages. Est-ce que vous pouvez nous donner un commentaire de votre part par rapport au fait de perdre du rendement ou de la qualité?
Oui, fait qu'en fin de compte, si je coupais tous mes champs ou je pâturais seulement tous mes champs le 15 juillet, oui, j'aurais des pertes de rendement, c'est sûr, c'est bien sûr, parce que les plantes vont être plus matures, ils vont avoir moins de qualité par, par espace. Mais ce qu'on fait sur notre ferme, c'est on fait une rotation de pâturage. Fait que moi, j'ai 37 différents petits pâturages sur mon terrain. Fait que je fais une rotation et je ne reviens pas au début. La première rotation, ça prend entre 35 et 40 jours. Fait que avec cette rotation-là, je commence à quelque part d'autre et je finis avec le champ où il y a les oiseaux nicheurs qui ont été identifiés par M. Carl Savignac. Fait que, en fin de compte, juste en gérant le terrain de cette manière, c'est pas difficile du tout d'arriver à la fin en respectant la date et avoir pas vraiment une perte de rendement. Fait que peut-être si je ferais tous mes terrains et tous mes champs à cette manière-là, oui, j'aurais des problèmes, mais juste en le gérant comme on le fait maintenant, avec une spécificité de quels champs sont les bonnes à utiliser, non, c'est pas tellement difficile de le gérer. Merci beaucoup. J'avais peut-être une autre question. On a vu dans la vidéo que vous utilisiez une barre d'effarouchement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, est-ce que vous l'avez construite? Est-ce que c'est dur à installer sur le tracteur? Comment vous avez procédé? Fait qu'en premier compte, non, on n'a pas construit. C'était la Fédération de la faune canadienne qui a acheté cette barre d'un autre groupe qui l'a construit et ils me l'ont emprunté pour l'essayer sur ma ferme. Et non, c'est pas très difficile. Il y a deux bras qui s'attachent permanemment au tracteur et ça prend deux personnes pour le lever et l'attacher avec deux boulons. Ça prend peut-être 10 minutes de l'attacher, peut-être max. C'est quand même assez facile de l'installer. Et comme vous avez vu dans la vidéo, ça prend presque pas de temps du tout pour le déplier quand tu veux couper votre champ. Fait que nous autres, sur ma ferme et la ferme de mon père avoisinante, on l'utilise dans les champs lorsqu'on coupe avant le 15 juillet. Euh, mais pour nous autres, de plus en plus, on coupe de moins en moins chez nous parce qu'on veut utiliser tous nos terrains comme pâturage. Fait qu'on s'en va ailleurs normalement. Pour la majorité de nos foins, on dirait un 90% de notre fourrage et de notre foin il vient d'autres propriétés qui sont louées. Fait que oui, on l'utilise. Cette année, on l'a utilisé dans deux différents champs. L'une des champs, vous avez vu dans la vidéo. Ben, merci beaucoup, Monsieur Drury, de ces précisions. Alors, on serait rendu déjà à passer notre troisième vidéo qui a été cette fois-ci réalisée dans la région de la Gaspésie. Enfin, c'est beaucoup orienté quand même autour de les animaux vont bien et on s'assure qu'ils vont aller bien en leur produisant de la bonne nourriture et on s'assure que les champs et la machinerie permettent de faire de la nourriture pour que les animaux aient à manger à longueur d'année. Bertrand Hanel, je suis le propriétaire de la ferme Percé Nature, c'est une ferme de bovins de boucherie. Les bâtiments chez Lorenzo, donc ça c'est à Cap d'Espoir et j'ai aussi des pâturages que j'exploite en été qui m'amènent à Val d'Espoir. On est arrivé, les mères viennent chercher leurs veaux, elles se demandent ce qui se passe. Les animaux mangent que de l'herbe, du foin, et puis c'est le créneau, mais ça, pour moi ça fait du sens. Ben, moi j'ai une ferme vraiment à petite échelle. Entre les naissances et les abattages, j'ai entre 40 et 60 têtes. Ben, je commercialise la viande de mon troupeau en vente directe. Enfin, j'ai commencé plus comme intervenant animateur d'un projet agroforestier. On a planté plusieurs haies. Je me retrouve dans des plantations agroforestières que j'avais mis en place avec d'autres producteurs. En ayant maintenant changé de casquette et en étant éleveur, c'est très plaisant aussi de profiter de ces arbres qui ont poussé. Souvent dans les haies, on combine des grands arbres, puis il y a des arbres plus intermédiaires d'accompagnement, donc souvent des arbres fruitiers, ça peut être du pommier, du pommetier. Frêne, aronia, érable, aronia, frêne, aronia. La bombe des antioxydants. C'est-à-dire l'arbre n'a pas été planté pour faire un brise-vent, mais vraiment pour faire du bois.
L'arbre, il est droit, rectiligne, je veux dire, il n'a pas 20 ans et il est vraiment, vraiment beau, là. Tout ça est intercalé, là. On a mis pas mal d'arbustes fruitiers. L'aronia, c'est notre grand champion parce qu'il est très très adaptable. Ça fait des belles productions de fruits aussi qui sont des fois intégrées même dans les microbrasseries locales. Mettre des rangées d'arbres pour que ce soit beau, productif, mais en association avec l'espace agricole. Et donc il y avait l'idée de produire, mais il y avait aussi l'idée de paysage. Quand on parle biodiversité, ça commence avec cette diversité végétale-là, un lieu de vie pour plein d'animaux. L'herbe, je pense que c'est un élément majeur de durabilité du système agricole. Ça capte du carbone, ça renforce les sols, c'est beaucoup de vie. Les arbres, ça s'inscrit tout à fait dans la même lignée. J'ai toujours été quelqu'un qui aimait les lisières. Je trouve que c'est des milieux très riches. Ces frontières entre le champ et la forêt, c'est des endroits où il se passe beaucoup de choses. Les arbres, c'est toujours protégé par des clôtures électriques. Quand ils piétinent tout le temps sous le même arbre, c'est sûr que ça asphyxie le sol, les arbres dépérissent. Avoir des lignes d'arbres, plutôt en suivant les courbes de niveau, ça crée des zones d'absorption, donc l'eau, au lieu de ruisseler, rentre dans le sol, et ça permet de maintenir une fraîcheur du sol. Ça crée des zones d'ombrage, et c'est vrai que l'herbe reste plus verte plus longtemps, là où elle est abritée par les arbres. Enfin, je crois qu'il y a vraiment beaucoup à gagner à créer cette diversité. Il y a de la place, je pense, aussi pour des petites exploitations et éventuellement en diversifiant la mise en marché, puis en enrichissant le milieu autant que possible. Alors, monsieur Hanel, je remarque dans votre vidéo que vous aviez entre vos mains un sécateur. Alors, j'imagine que vous faisiez de l'entretien. Pouvez-vous nous parler un petit peu de l'entretien, justement, des plantations qui ont été réalisées là, chez vous ou dans le projet en Gaspésie? Oui, alors le sécateur, c'est vraiment un petit outil, mais très pratique et qui travaille très bien, à condition de prendre les arbres au bon moment. C'est-à-dire quand ils sont pas trop grands et que les branches sont pas trop grosses. Les arbres en milieu ouvert, ils font énormément de branches pour aller capter un maximum de lumière. Donc, éventuellement, ces branches, elles vont là où on n'a pas envie, dans la cabine du tracteur, ou des choses comme ça vaut le coup de les contrôler en jeune arbre. Comme dans la vidéo aussi, il y a cette idée. Donc, je travaillais avec plusieurs autres producteurs, des propriétaires, à faire des plantations en milieu agricole, des haies, mais qui ne sont pas juste des haies brise-vent, qui sont des lieux où on produit, enfin, où l'idée est de voir si on peut produire du bois. Et donc là, il y a toute une idée de sylviculture à l'échelle de l'arbre. Et le sécateur, c'est notre outil pour sortir les fourches, pour s'assurer que les arbres développent un beau tronc, un beau fût qui potentiellement un jour fera du bois d'œuvre de qualité. Donc c'est un peu tout ça qui se cache derrière le sécateur. Qu'est-ce que je pourrais vous dire à ce sujet? On peut avoir plusieurs objectifs avec un arbre. Donc, juste faire le microclimat. Donc, on va tailler les branches d'une certaine façon pour garder une certaine porosité. Ou au contraire, chercher avec certains individus d'avoir des belles billes de bois. Donc là, ceux-là, on va plus les travailler, les élaguer. Mais aussi, dans tous les cas, un bon coup de sécateur bien placé au bon moment, et ça prend juste quelques secondes, ça permet de maintenir une structure très saine et d'éviter, à l'occasion d'un verglas ou d'une tempête subite, quand les arbres viennent de sortir leurs feuilles ou à d'autres moments que les arbres déchirent. Des fois, quand il y a des fourches sur les arbres, les branches vont s'arracher, ça va faire de la casse. Et de faire de la taille, ça permet d'éviter ce genre de problématique. Donc, c'est un peu tout ça avec le sécateur. Parfait. Alors, c'est sûr que je comprends que je parle avec un connaisseur des arts, mais dans le cas où le producteur est plus ou moins habitué à cet aspect-là, est-ce qu'il y a des ressources vers qui peuvent se tourner? Est-ce que vous avez entendu parler de projets où on peut proposer de l'entretien aux producteurs? C'est de plus en plus en vogue en arrière de la terminologie, enfin, du mot d'agroforesterie. Donc, ça fait longtemps qu'on connaît les brise-vents, mais on peut aller pas mal plus loin que ça, enfin, même si dans l'idée, c'est un petit peu la même chose. Dans notre cas, en Gaspésie, enfin, j'ai travaillé avec une super collègue, Marjolaine Bernier-Leduc, qui a développé tout un savoir-faire. Je pense que dans chaque région, il y a des gens passionnés qui peuvent œuvrer soit au MAPAC ou éventuellement à l'UPA
incluant des chercheurs. Là, il y a un groupe au CRAAC, au Centre de référence agricole et agroalimentaire, dédié à l'agroforesterie. Il y avait un répertoire là-dedans des gens qui ont des compétences. C'est pas des savoir-faire très très difficiles à acquérir pour des gens qui sont habitués à regarder les animaux. Finalement, on prend vite le réflexe de regarder les arbres et de savoir quoi faire. Et c'est ça, il y a du monde, il n'y a pas forcément des structures spécialisées dans la taille des arbres et l'agroforesterie, mais il y a des individus passionnés dans différents endroits. Donc, il faut en parler à son conseiller du club conseil en agro-environnement ou à sa direction au MAPAC ou voilà. Ben, parfait. J'aimerais peut-être relancer la question à M. Laroche qui nous a aussi parlé dans sa vidéo qui avait planté des arbres. Au niveau de l'entretien de ces arbres-là chez vous, est-ce qu'il y a quelque chose de spécial qui s'est passé? Ben, c'est sûr, moi, ça fait longtemps que je plante des arbres, fait que j'ai appris à les élaguer puis à les entretenir, là, surtout les premières années. Aujourd'hui, on est chanceux parce que dans le coin, on a Marie-Pierre Labonté, ou en tout cas, il y en a d'autres aussi probablement, qui font du service de taillage d'arbres puis d'entretien d'aménagement. Je pense que le meilleur conseil que je peux donner, c'est quand il y a un spécialiste que tu engages pour venir chez vous, c'est au lieu de le laisser aller faire le travail, c'est d'aller faire le travail avec lui, là. Comme ça, ben, ces personnes-là, tu sais, ils vont donner plein de trucs, de savoir-faire, là. Essayer de leur voler un peu de leur savoir-faire pour bien s'occuper de nos aménagements, là. Je pense que c'est important. Surtout les premières années, là, les 5 premières années d'un aménagement, c'est quand même la période plus fragile, là. Autant les neiges, les rongeurs, les vents. C'est ça. Bien, je vous remercie beaucoup. Alors, je ne sais pas si des gens qui sont dans l'assistance avaient des questions ou voulaient relancer des commentaires par rapport aux vidéos, parce qu'on serait rendu à cette étape-là dans la soirée. Fait que je vous invite soit à ouvrir votre micro, puis lever votre main, puis on va vous donner la parole. Oui, Nathalie, il y a déjà une question qui est rentrée dans le chat. Donc, comme disait Nathalie, je vais juste répéter vite fait. En bas de votre écran, là, vous avez l'icône chat ou discussion. Vous avez juste à cliquer dessus, puis vous pouvez écrire si vous voulez pas parler. Mais si vous voulez prendre la parole, c'est aussi très simple. En bas de votre écran, normalement, vous avez une icône qui s'appelle lever la main ou réaction dessus. Si vous cliquez pour lever la main, ça nous indique que vous voulez prendre la parole. Fait que je vais prendre d'abord la question à l'écrit parce qu'elle était rentrée un petit moment, puis après, M. Maloney, je vais vous passer la parole. Fait que la première question qui était rentrée, ben, j'imagine que c'est plutôt pour M. Drury, mais si les autres membres du panéliste ont une réponse, n'hésitez pas à compléter. C'est pour acheter une barre d'effarouchement. Il y a quelqu'un qui serait vraiment intéressé puis qui aimerait savoir où est-ce que vous pouvez aiguiller la personne pour trouver ce type de barre d'effarouchement. Oui, merci pour la question. En fin de compte, ça serait probablement Carl qui serait beaucoup mieux disposé pour répondre à cette question parce que c'est lui qui l'a trouvé. OK, fait que Carl, on te relance le... Ah, il faut ouvrir le micro, par exemple. Vous m'entendez bien? Oui, c'est tout bon. OK. Oui, en fait, pour se procurer une barre d'effarouchement, c'est pas encore une machine qui est facile à obtenir. La plupart du temps, les gens la fabriquent eux-mêmes. Il y a des plans qui sont disponibles cependant, parce que c'est un processus qui est plus commun, une pratique qui est plus largement utilisée en Europe. Donc, il y a des plans qui sont disponibles, là, qui viennent d'Europe, mais c'est ça. Nous, à la Fédération canadienne de la faune, on s'en est procuré une usagée d'un organisme du lac Saint-Pierre, il y a quelques années. Puis cette année, ben, en 2023, on s'en est fait, on a payé un producteur de la région là, pour qu'il en fabrique une autre. Un autre type de modèle. Mais c'est ça, donc c'est plus du bouche à oreille encore en ce moment, malheureusement. Là, c'est ça, c'est une technique qu'on veut promouvoir, mais c'est pas des bars qui sont disponibles facilement. M. Savignac, pendant que vous avez la parole, j'aimerais peut-être que, comme spécialiste, vous avez vu passer là, les 3 vidéos, j'aimerais peut-être juste que vous nous donniez une appréciation des pratiques que nos producteurs nous ont montrées. Selon vous, est-ce que ces pratiques-là peuvent aider à protéger la biodiversité ou améliorer la biodiversité?
Oui, oui, tout à fait. Ben, les trois producteurs qu'on a vus dans les vidéos ont bien démontré là, que c'est des méthodes quand même reconnues. Là. Par exemple, si on prend le premier cas en Montérégie, c'est ça, la restauration de berges là, par la plantation d'arbres et d'arbustes. Là, c'est quand même reconnu pour être très bénéfique pour la biodiversité. Là. Ça procure, entre autres, là, un habitat pour les insectes pollinisateurs. Pour les insectes prédateurs aussi, comme je parlais plus tôt. Ça procure un habitat de nidification, d'alimentation pour les oiseaux nicheurs. Ça peut servir de corridor faunique aussi hein, pour certains mammifères, etc. Donc, on voyait aussi que ça réduisait les risques de contamination des cours d'eau. Ça réduisait l'érosion du sol. Donc, c'est vraiment tous des services écologiques là, qui ont pu être euh, maintenu ou amélioré là, sur cette ferme. Puis dans le cas de M. Durury, bon, c'est ça, le rapport de la fauche jusqu'au 15 juillet. Puis la création de réserves non broutées aussi, ça, c'est des pratiques qui sont vraiment reconnues là, euh, à l'échelle d'Amérique du Nord, je dirais, pour la conservation des oiseaux champêtres, là, notamment incluant des espèces en péril, des espèces en déclin comme le goglu des prés, la sturnelle des prés, mais qui est favorable là, pour la plupart des espèces d'oiseaux champêtres là, qui habitent ces prairies-là. Donc, puis ces bonnes pratiques là, aide aussi les insectes pollinisateurs aussi. Ça laisse les fleurs, les herbes en fleurs plus longtemps. Donc ça aide les insectes à ce niveau-là. Puis aussi, quand un champ n'est pas fauché rapidement, ben, il y a beaucoup d'insectes incluant les pollinisateurs, qui peuvent survivre plus longtemps aussi, parce que durant la fauche, il y a beaucoup d'insectes qui peuvent être fauchés. Donc, c'est toutes des bonnes pratiques là, qui sont vraiment reconnues. Concernant le cas de M. Abel, si je ne me trompe pas, encore ici, on a des plantations de haies brise-vent avec une variété d'arbres et arbustes. Beaucoup d'arbres fruitiers aussi. Bon, ben c'est ça, c'est un peu les mêmes services écologiques là, qui sont favorisés. En plus de, comme le producteur le mentionnait, hein, ça l'aide aussi à garder l'humidité du sol. Ça crée de l'ombrage pour le bétail ou même pour les cultures. Donc, c'est vraiment des choses importantes là, qu'on voit là, dans plusieurs cas semblables à celui-ci. Puis, alors, c'est ça, c'est toutes des bonnes pratiques là, qui sont de plus en plus qu'on tente de favoriser puis d'éduquer les producteurs là, à adopter des bonnes pratiques pour la biodiversité. Puis ça c'est des très bons exemples là, à suivre. Là. Puis peut-être pour conclure de ma part, là, pour ma part, je pense que c'est vraiment des bons exemples qui démontrent que c'est important en milieu agricole de restaurer des systèmes agricoles pour améliorer et augmenter la biodiversité parce qu'en même temps, ça crée vraiment des services écologiques, puis c'est tout le monde qui gagne à ça. Donc, peut-être que ça peut être une perte de revenus temporaire, mais en bout de ligne, les producteurs sont gagnants là, à faire attention à la biodiversité puis à la restaurer si c'est possible. Ben, je vous remercie beaucoup, M. Savignac. Alors, Cyrine, tu avais, je pense, des mains levées, hein? Effectivement. Puis Monsieur Maloney, si vous voulez poser vos questions, je vous en prie. Puis les autres personnes, si vous voulez poser vos questions par écrit, n'hésitez pas à en parler. Oui, mais félicitations de voir la diversité, ces vidéos-là. La question, le client cible pour ces vidéos-là, c'est-tu les producteurs, c'est-tu les consommateurs, où est-ce qu'on va voir ces vidéos-là? Et juste un petit point d'information, ici dans Outaouais, on a, je crois, le seul cours qui se donne à l'Université du Québec à Gatineau, puis on a un secteur ici à Ripon de agroforesterie.
ici dans Outaouais. Des belles ressources ici. Bien, merci beaucoup, M. Vanolé, parce que s'il y a des producteurs intéressés, ils auront probablement des ressources. Pour ce qui est des vidéos, l'idée première de ces vidéos-là était destinée au public des producteurs agricoles, parce qu'on voulait montrer des exemples de pratiques que les producteurs avaient implantées chez eux à d'autres producteurs agricoles. Fait que ce soir, c'est comme un peu le lancement des vidéos, puis là, on va aller avec des promotions là, de vidéos pour que les gens puissent le voir. Fait que c'était l'objectif premier était les producteurs. C'est sûr que ça peut aussi possiblement faire partie d'une campagne, même pour le public en général qui ne connaissent pas beaucoup cet aspect-là de l'agriculture, là, mais au début, quand on avait débuté ce projet-là, on visait beaucoup les producteurs. Merci, Nathalie, de la réponse. Fait quand, à moins que M. Maloney avait autre chose à rajouter, on passerait à M. Jobin, si vous voulez poser votre question. Oui, bonjour. Ben, d'abord, je veux féliciter les trois producteurs. C'est vraiment stimulant de voir qu'est-ce qui se fait, puis le succès, puis de voir que c'est pas tant d'ouvrages que ça, d'avoir des gains en biodiversité. Donc, bravo. Merci à Nathalie et à Carl aussi là, d'organiser tout ça et de partager vos expertises. Moi, ma question, c'était pour M. Laroche. J'ai bien beaucoup aimé la porte que vous avez construite là, pour que les hirondelles puissent entrer et sortir de l'étable, là, du bâtiment. On entend des fois des gens qui veulent se débarrasser des hirondelles dans leur bâtiment parce qu'il y a des problèmes de fiente et de salubrité, puis que c'est sale et tout. Est-ce que vous avez vécu quelque chose comme ça? Est-ce que les hirondelles vous dérangent ou vous faites des aménagements pour justement empêcher les fientes de tomber sur vos machineries ou autres? Ouais, ben, c'est sûr que ça vient avec, là, puis, tu sais, dans le fond, la trappe à hirondelles est née de la paresse un peu, parce que j'avais une porte de garage qui était brisée, puis ça a duré longtemps, fait que, il y a des familles d'hirondelles qui se sont implantées chez nous, puis quand on a refait le devant du garage, on trouvait ça quand même une valeur, on avait des belles portes neuves, puis on trouvait ça quand même une valeur de les laisser dehors. Fait que c'est d'où là l'idée de faire une trappe à hirondelles. Oui, ça vient avec une couple d'inconvénients, c'est sûr, là. Euh, il y a des moyens aussi de pallier à ça, là. Une fois qu'ils ont fait leur nid, on sait pas mal où est-ce qu'ils sont, là. Fait qu'il y a moyen de suspendre des espèces de parapluies, si on veut, là, pour éviter, là, si c'est à des endroits stratégiques, là. Mais c'est sûr que ça vient avec des inconvénients, c'est certain, là. Nous autres, parce que les hirondelles, on les aime beaucoup, puis les regarder travailler, on trouve ça toujours fascinant, là. Fait qu'on on vit avec les fientes d'hirondelles, là, sur certains équipements, là. Mais au moins, comme ça, ils reconnaissent notre machinerie quand on est dans le champ, fait qu'ils savent où est-ce qu'on cultive. Merci. Si je pouvais rajouter pour la barre d'effarouchement, nous autres, on en a une. C'est mon employé qui l'a fabriquée. Là, on avait eu accès à des plans aussi, des images de d'autres barres d'effarouchement. Je pense dans à peu près toutes les régions agricoles, il y a quelqu'un qui travaille le fer, là, puis qui est capable de faire des. Fait que déjà, si vous savez sur quel tracteur vous voulez la mettre, souvent ça peut s'attacher sur ce qui sert à mettre des pesées devant les tracteurs. Fait que nous, c'est sur ça qu'on l'a fixé, là. Puis ça travaille relativement bien, là. C'est facile à installer, facile à enlever, puis je pense que ça fait quand même le travail. Fait que, il y a ça dans toutes les régions, des bons chimeurs de métal. Est-ce qu'on avait d'autres intervenants, Cyrine, qui avait posé des questions? Non, il n'y a rien qui est rentré dans la discussion. Ben, je vais Ah, me lever. Maria-Josée, Salut Nathalie, salut allez-y. tout le monde. J'étais curieuse justement, seulement là, je vois qu'il y a quand même près de 50 personnes qui sont là aujourd'hui. Est-ce qu'on a beaucoup de producteurs dans les inscrits? Juste, c'est ça, j'étais curieuse de voir, est-ce que on se parle parce que là, les producteurs qui sont dans les vidéos, c'est des gens très impliqués, très sensibilisés, très mobilisés déjà à l'avance pour l'environnement. Puis tu sais, des fois, c'est d'aller chercher les autres, là, qui est le plus grand défi, là. Moi, je suis coordonnatrice du programme ALUS, puis là, on fait quelques projets, justement, avec Grande Culture et tout. Puis, je suis en Outaouais, fait qu'on met beaucoup, justement, le bovin en valeur, là, parce que c'est très riche pour la biodiversité, puis on veut que ça soit mieux connu. Mais je me demandais juste, tu sais, votre plan de match, là, pour les prochaines étapes, puis juste par curiosité, aujourd'hui, on avait combien de producteurs présents? En fait, j'ai pas fait le décompte, mais je te dirais vite comme ça, en passant au travers les participants, la majorité sont des producteurs et la majorité, ce sont des producteurs à chevaux.
de ce que je vois. Il y a eu quand même quelques intervenants, ça c'est sûr, qui sont intéressés par le sujet. Je suis bien contente parce que j'avais quand même voulu que les producteurs là, voient le fruit des efforts que nos producteurs ont fait. Moi, j'aimerais peut-être revenir. Ben, merci Maria aussi pour le travail que tu fais là, en Outaouais. On va sûrement là, continuer à travailler ensemble. C'est sûr que juste peut-être faire un petit rappel, la réalisation des vidéos dans le cas aux producteurs de bovins du Québec, ça s'est fait dans le cadre d'un projet qu'on a appelé Programme biodiversité en production bovine. Et ce programme-là a obtenu le financement du ministère de l'Agriculture, là, vous avez vu dans les vidéos. Et on avait, en parallèle à la réalisation des vidéos, des activités qu'on faisait en champ. Alors, on a réalisé l'été 2022, l'été 2023, des activités en champ où on essaie d'inviter les producteurs chez un producteur qui a fait quelque chose un peu spécial pour soit les oiseaux, soit l'agroforesterie. Et on en profite pour parler de biodiversité là, avec les producteurs pour les inciter et leur ouvrir aussi cet aspect-là dans leur production agricole. Puis ça fait un petit peu partie de faire connaître aux gens que la production bovine a quand même des affinités avec la biodiversité. Le programme se poursuit encore en 2024. Puis ensuite, évidemment, il va falloir qu'on prenne une décision sur qu'est-ce qu'on veut faire par la suite là, en biodiversité comme producteur de bovins du Québec. Fait que là, on est rendu à cette étape-là. J'aimerais ça peut-être, s'il n'y a pas d'autres gens qui ont levé la main, j'aimerais ça peut-être revenir puis dire que nos panélistes, je ne sais pas, je sais que dans le cadre de la vidéo de M. Laroche, il nous a dit un peu, lui, qu'est-ce qu'il dirait à un autre producteur pour s'engager en biodiversité. Je ne sais pas si vous avez d'autres arguments que vous avez qui seraient autres que ceux que vous avez donnés dans la vidéo. Puis je vais reposer la même question aussi aux deux autres producteurs. Je sais pas quoi rajouter de plus là. C'est sûr, la biodiversité, il faut que tu y crois un peu pour t'engager là-dedans, là, parce que c'est des sacrifices financiers si tu parles strictement de revenus. Ça prend du temps parce qu'il faut que tu t'en occupes. Fait que c'est sûr, faut réussir à trouver l'angle d'attaque pour chaque producteur, dans le fond, pour essayer de le sensibiliser à faire des efforts dans ce secteur-là. Fait que- Ben, merci, M. Laroche. M. Drury, avez-vous quelque chose à ajouter là-dessus? Oui, dans l'aspect de financement, c'est pour ça que je me suis lié avec le programme ALICE en Outaouais-Laurentides, parce qu'il nous donne un peu de sous pour implanter nos projets. Fait que ça aide beaucoup à réaliser le plan. Fait que, il nous paye un peu d'argent pour le retardement de la fourche et du pâturage. Fait que dans ce cas-là, d'après ce que je peux calculer, c'est l'opposé d'une perte. Parce que c'est quelque chose que je faisais déjà. Je fais ma rotation et il faut commencer quelque part et finir quelque part avec ma rotation. Fait que je fais avec le temps qu'il veut et il me paye un petit peu de sous pour le faire. Fait que je fais du bien et ça ne nuit pas à la production. Fait que c'est pour ça que je l'ai fait. Moi, je crois vraiment aux animaux et ce que ça amène à la terre. Et si je peux faire quelque chose d'autre pour d'autres espèces d'animaux, je suis pas contre ça, spécialement si ça ne nuit pas à la production. Merci beaucoup, M. Drury. Et M. Hanel, auriez-vous un commentaire sur cet aspect-là? Oui, j'aime beaucoup l'idée de faire quelque chose sans que ça nuise à la production, comme vient de le dire Monsieur Drury. Et dans cette idée-là, de planter des arbres, donc on peut faire des grands projets avec des grandes longueurs de haies, mais on peut aussi rajouter quelques arbres quand on a le temps, parce que c'est la journée de l'arbre et que les enfants arrivent avec des arbres de l'école. Puis il y a plein de petits endroits où finalement on tourne le champ en rond parce que la faucheuse, elle tourne pas carré, des choses comme ça. Puis ça fait plusieurs endroits où on peut rajouter cette diversité. Et je crois qu'il le disait, à chaque fois qu'on plante des arbres, ça fait des habitats. Je crois que c'est intéressant de planter des espèces variées, vraiment mélanger des grands arbres, des arbres fruitiers, puis ça donne envie d'aller les voir.
Donc il y a quand même un peu une récompense à essayer de trouver le temps d'aller voir ces arbres qui poussent quand même finalement assez vite. C'est satisfaisant. Les gens nous le disent aussi dans le voisinage. Ah, waouh, c'est beau, tout ça, on le voit. Et donc, c'est pas forcément une action directe biodiversité pour sauver telle ou telle espèce d'oiseau, mais ça enrichit le territoire, c'est beau, et ça a pour conséquence de créer des habitats et donc d'être gagnant pour tout le vivant. Fait que, il y a tout à gagner à le faire pour nous et puis pour les générations qui suivent, là, les enfants qui vont manger les pommes. Mm. Merci beaucoup. Je pense qu'on a quelqu'un qui veut faire un autre commentaire. Oui, mais avant de laisser la parole à M. Maloney, j'avais un commentaire qui est rajouté par rapport au programme là, pour renchérir sur ce que j'imagine c'était M. Drury disait. Il y a le programme Prime Vert qui couvre une grande partie de l'implantation des projets de végétalisation. Donc, dans ce cas-là, qui pourrait aider, j'imagine, les producteurs à faire des changements au niveau de leur ferme. Je ne sais pas d'ailleurs si la personne voudrait rajouter autre chose et complémenter, elle peut ouvrir son micro. Sinon, moi, je pense que c'est quand même intéressant comme information, puis il suffit de se renseigner un petit peu plus sur le programme Prime Vert. Ça, c'est sous prime vert. Oui, ça c'est le programme Prime Vert. Exactement. Ben Donc, oui, je peux parler. oui, J'ai eu un projet, moi, en 2021 chez moi. Donc, un projet de 15 000 puis je pense que c'était subventionné comme j'étais encore relève. Il me reste quelques années dans le modèle relève. Donc, je pense que c'était subventionné à 80 là. Donc, moi, c'était un projet clé en main. J'ai fait des bandes riveraines d'1 kilomètre. J'ai fait des brise-vents, puis j'ai fait aussi des arbres, une lignée d'arbres pour l'ombre. Puis c'était couvert. Moi aussi, j'étais avec Gestrisol. Donc, des fois, je pense que c'est le bien de le mentionner que Gestrisol à Granby, quand ils ont quand même une bonne expertise d'équipe sur la biodiversité. Nous autres, moi, je suis dans l'Estrie, puis on essaie de démarrer à Luce aussi en Estrie, à l'UPA Estrie. Puis justement, on va être partenaire avec l'UPA Montérégie, puisque les autres, ça fait plusieurs années qu'ils sont dans le projet à Luce, hein. Mais ça revient toujours à Gestrisol. Donc, des fois, si vos clubs agro cherchent des projets, au lieu de réinventer la roue, là, peut-être questionner un peu Gestrisol à Granby. Merci beaucoup, monsieur, dame. C'est intéressant de voir la diversité des approches. Je pense qu'il y a un autre producteur qui veut faire un commentaire, puis après ça, je poursuivrai avec d'autres questions ou aussi une autre information que je voulais vous donner. Monsieur Maloney, si vous voulez y aller, la parole est à vous. Oui. Euh, J'en ai une question, mais je ne sais pas comment adresser ça. Tu sais, au Québec, puis surtout une grande partie, on a déjà beaucoup des arbres. Puis surtout dans nos systèmes de pâturage, dans plusieurs régions où il y a plus des arbres qu'il y a des pâturages. Comment est-ce qu'on valorise ces arbres-là? Tu sais, on est tout en plantation des arbres, puis c'est bien, je sais que on a des projets ici à la ferme qu'on va en faire, mais on dirait comme on oublie des choses qui est déjà existantes. Des arbres. Est-ce qu'il y a des choses, on peut le faire au bord de nos forêts pour aider, qu'on n'a pas besoin de faire grand-chose, mais aussi le point de valoriser des choses qui existent déjà. Je crois que il y a des fermes qui n'ont pas besoin de planter aucun arbre parce que tout est déjà en place. Puis je pense que ça ne devrait pas être oublié. C'est parce que souvent, des actions sont prises depuis plusieurs générations de conserver ces choses-là. Deuxième point, s'il y a des gens qui ont plus d'informations sur Prime Vert, j'ai déjà fait des demandes. Je crois que le programme est changé un peu. Puis des nouvelles que j'ai apprises justement hier, c'est qu'il ne paye pas pour des... Il ne veut pas qu'il y ait rien soit récolté dans les arbres qu'on plante. Ça veut dire des fruitiers, des noix ou des arbres pour les bio et le bois. Ça, c'est l'information que j'ai eue. Puis, s'il y a personne qui a d'autres informations, je l'aimerais au courant. Merci.
Ben, je vous remercie, M. Maloney. Alors, c'est sûr qu'on va prendre la question parce que ça vaut peut-être la peine de faire des vérifications par rapport à cet élément-là. Je ne sais pas s'il y avait quelqu'un qui avait une réponse par rapport à M. Maloney, mais moi, ce que j'aurais voulu partager avec vous aussi ce soir, parce que je vois l'heure avancer aussi, c'est qu'on a, pendant l'été dernier, au producteur de bovins, fait en parallèle de notre programme biodiversité, on a fait un sondage sur les pratiques biodiversité chez les producteurs de bovins au Québec. Et les résultats du sondage ont été compilés, vont faire l'objet d'un rapport. Et j'ai présenté les résultats à mon conseil d'administration. Puis je vous resterez à l'affût. On va faire la promotion par rapport à cet élément-là. Mais on a découvert que nos producteurs de bovins au Québec faisaient beaucoup de choses en biodiversité et travaillaient avec beaucoup d'organismes. Ça a été une des découvertes là, de ce sondage-là. Je crois qu'on a le nom d'une trentaine d'organismes qui ont fait des choses avec des producteurs. Fait que je pense que ça va valoir la peine que cette information-là soit disponible parce que si des gens veulent trouver des groupes qui peuvent les aider à faire des projets en biodiversité, ben, on a déjà des producteurs qui nous ont déclaré des choses. Fait que je pense que je dis souvent à mes producteurs, j'ai dit, vous faites plein de bonnes choses, c'est juste qu'on le sait pas. Fait que quand on le sait un petit peu, ce qui est intéressant, c'est que après ça, on peut travailler avec vous autres pour faire valoriser cet aspect-là. Et une chose intéressante du sondage, on a eu quand même là, assez de répondants pour avoir une confiance à 90% dans les réponses là, du sondage. Et on a demandé aux gens s'ils voulaient nous laisser leur nom à la fin. C'est sûr qu'il y avait un concours pour gagner des choses, mais il y a quand même près des trois quarts des producteurs qui ont laissé leur nom et on est capable de dire, de relier et de voir qu'est-ce que les producteurs faisaient chez eux par les réponses qu'ils nous ont données. Fait que je pense qu'on va avoir aussi une banque de noms de producteurs qui ont fait des réalisations en biodiversité chez eux. Fait que, on va pouvoir exploiter aussi cet élément-là en termes d'image de notre production, là. Puis, je ne sais pas si, il y avait Monsieur Dame qui avait la main levée. Je ne sais pas si c'était une question ou en retour avec la question de Monsieur Maroni. Non, c'était autre chose. C'était juste une mise en garde. La semaine passée, on a eu notre journée acéricole du MAPAC à Offord, nous. Puis on a eu une conférence de M. Roch Ouimet. Donc, il parlait justement un peu de biodiversité. Les espaces qu'on peigne dans nos érablières et tout ça. Puis, il y a le ver asiatique, il faut faire attention. Présentement, le ver asiatique est quand même présent aux États-Unis. Les pépinières ici au Québec vont acheter de la tourbe, le picmos, tout ça aux États-Unis, puis les vers sont présents là-dedans. Donc, c'est un envahisseur de nos érablières, puis même de nos forêts, là. Donc, peut-être si on commence justement le producteur au Québec qui a ça dans son érablière, mais il a été chercher des espèces compagne à une pépinière puis il a mis ça dans son érablière. Puis là, c'est quand même très problématique, le ver asiatique, là. Donc, il faudrait pas commencer à mettre du ver asiatique partout le long de nos cours d'eau puis le long de nos forêts, là. Peut-être qu'il faudrait, en tout cas, peut-être une petite recherche sur le ver asiatique, là. Puis peut-être qu'il faudrait prendre une précaution avant de mettre, implanter des arbres qui viennent pas de notre région dans notre territoire, là. Merci beaucoup de l'information. Cyril, je pense, est-ce que qu'on avait un autre commentaire dans la discussion? Oui, ben on avait trois petits points. Il y avait un commentaire, une question pour toi, puis une question pour Monsieur Laroche. Fait que je sais qu'on est arrivé à la fin de l'heure, fait que je vais essayer juste vite, vite, là, c'est des réponses à des questions assez rapides. D'abord pour toi, Nathalie, est-ce que les vidéos seront accessibles sur une plateforme publique? Et si oui, quand et où? Alors, oui, oui, c'est sûr que les vidéos vont être disponibles sur une plateforme publique. Alors, on a un compte YouTube aux producteurs de bovins. Alors, c'est juste une question qu'on voulait pas les dévoiler avant ce soir, fait que ça s'en vient, cet élément-là. Et je sais que je travaille fort avec mes amis des communications pour avoir quelque chose, une page biodiversité ou quelque chose comme ça sur notre site web. Alors, ça aussi, c'est en construction. Parfait, merci Nathalie pour la précision. Monsieur Laroche, la question vite vite pour vous, là, c'était pour revenir sur votre fenêtre à hirondelle là, dans votre garage, là. C'était par rapport à la grandeur. Est-ce que vous avez cette information, est-ce que vous pouvez partager cette information avec nous? Ça doit être quelque chose comme 18 pouces par 36 pouces peut-être, là, mais il y avait les contraintes physiques sur une structure d'acier, puis on voulait que ça soit dans le milieu, puis
Mais non, les premières journées, il restait l'air bête un peu, là. Il volait devant la porte, là, mais je pense qu'à partir du moment où ils ont passé une fois, le dossier était réglé, là. Parfait. Merci, Monsieur Laroche. Est-ce qu'on prend vite fait la question à la main levée, Nathalie? D'accord. OK. Monsieur Dion, vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, c'est juste pour un petit commentaire. Souvent, oui, ça a certainement un coût d'avoir euh, des- un environnement plus propice à la biodiversité. Par contre, moi, je pratique la chasse aussi chez nous. Et je pense que c'est quand même de quoi qui est positif. On a eu une biodiversité. Des fois, on est. Je calcule que il y en a qui vont faire des voyages de chasse, c'est le prix que ça coûte. Ben, j'ai peut-être un retour sur mon investissement autrement. Et ça, c'est ma qualité de vie. Et en même temps, ben, on voit la nature, mais on en profite aussi. Il y a beaucoup d'éléments, on peut le voir de beaucoup de manières, là, des travaux ou des aspects de notre ferme qui sont. J'ai pas, moi, chez nous, j'ai pas besoin de planter d'arbres parce qu'ils sont assez. J'en ai pas mal, là, parce que ça n'a jamais été. Toutes les digues sont encore là. Fait que c'est quand même très morcelé. Mais c'est juste pour dire ça. Juste un petit commentaire comme ça. Parfait, merci, Monsieur Dion. Fait que pour finir, la dernière chose là, qu'on va vous partager avec vous ce soir, c'est peut-être faire rapidement la promotion du balado biodiversité des producteurs de lait. Il y a un lien Spotify que je vais vous mettre dans le chat qui va être disponible pour tout le monde. Fait que si vous voulez aller le regarder. Puis je sais pas si Maria-Josée, là, tu voulais complémenter rapidement deux mots là-dessus. Ben, en fait, je regardais là, les nouveaux critères primaires là, pour répondre à Brian. Fait que, en fait, tu peux pas faire une haie brise-vent qui va viser la production fruitière ou de noix, là. Tu sais, mais quand tu fais une haie brise-vent qui est mélangée, puis t'as du chêne, du carrier, des arbres fruitiers, de l'aronia, tu sais, y a pas personne qui va venir te checker si tu ramasses 3 aronias là dans 5 ans. Fait que je pense que ça, c'est un peu comme les projets d'avant, là. Je pense pas que c'est interdit, là. Tu te demandais, le critère, c'est plus 75% d'espèces indigènes. Fait que ça ressemble pas mal aux critères d'avant, là, au moins que je me trompe. Puis pour le balado, en fait, ça, c'est un balado qui a été fait pour les producteurs de lait, là. Je sais pas s'il y en a qui connaissent ça. C'est une série de balados vulgarisation de toutes sortes de sujets. Puis il y a un numéro sur la biodiversité où j'ai fait une entrevue là avec eux autres, fait que puis ça fait de la promotion d'Alus en même temps, fait que ceux qui connaissent pas ou qui veulent l'avoir dans leur région, ben j'en profite pour faire la pub de ça, même si je définis peut-être pas aussi bien diversité que Carl l'a fait en début de rencontre. Merci, Maria-Josée. Fait que le lien, là, il est dans votre discussion, dans votre chat, là, si vous voulez l'accéder pour l'écouter. Euh, Fait que c'est ça, Nathalie, la parole est tout à toi. Je pense qu'on a fait le tour. Puis s'il y a Ah, ben d'autres questions, j'imagine qu'ils pourront toujours te contacter ou oui, qui que ce soit. parfait. Fait que, écoutez, je vous remercie d'avoir participé au dévoilement de nos vidéos en biodiversité. Alors, on va, comme promis, terminer. On a l'habitude de faire nos webinaires, soirées, puis essayer de contenir ça dans 1 heure. Alors, on va rester à l'affût puisqu'on va reprendre un peu notre série aussi de conférences en 2024. Alors, je crois que on s'enligne quelque chose comme au mois de mars là, pour le prochain. Fait qu'on est en préparation de ces éléments-là et puis vous serez avisés là, en temps et lieu. Merci beaucoup à tous.